I'm Irish, you're German. But what makes us both Americans? Bonjour à tous et bienvenue dans ce Ciné Express spécial fin d'année, où ayant survécu ou non aux orgies festives auxquelles vous avez probablement contribué, sublime déchet que vous êtes, on va recollecter un peu les monceaux de cadavres de cette année de cinéma 2015 et les recoller dans l'ordre, comme de véritables serial killers. Comme le titre de la vidéo l'indique, la formule pour laquelle je vais opter ici est celle d'un classement intégral de tous les films de l'année que j'ai pu voir. Et comme je ne vais pas tellement au cinéma, le classement s'établit souvent entre 30 et 40 films, oui, pas tellement. Donc au niveau de la durée de la vidéo, ça devrait rester raisonnablement raisonnable. Du coup, pour pas perdre de temps, je vais vraiment rester succinct pour le condensé de l'année que j'ai à donner. En soi, par rapport à tout ce qu'elle a promis, 2015 était plutôt décevant, mais ça on le dit vraiment à chaque année, je pense qu'on n'a pas assez de recul pour l'instant pour juger intrinsèquement de ça. C'est juste une impression qui se dégage de la première autopsie. Parce que oui, si je parle de déception, c'est vraiment en regardant les gros événements cinématographiques de cette année. Parce qu'au niveau film indé, on a eu des trucs vraiment pas mal, au niveau film d'auteur aussi. La fournée du Festival de Cannes de cette année était éclectique et convaincante, et il y a au moins un ou plusieurs films appartenant au groupuscule que je viens de citer, qui se sont retrouvés dans le top 10, voire dans le top 5. En plus de ça, d'un pur point de vue lucratif, c'est une super année pour le cinéma avec des succès partout. L'argent, oui. Mais 2015, c'est aussi une année où une certaine formule s'installe avec une thématique très récurrente du retour en arrière. On revient à des sagas d'antan, on crée de véritables bombes à neutrons de pop culture, mais après on se retrouve avec des films très bien fagotés mais qui manquent de plus en plus d'ampleur, de fantaisie aussi. Après, il y a toujours de formidables exceptions qui confirment la merde, mais voilà bien ce que font ces exceptions. Elles confirment la merde. Elles confirment que l'état du blockbuster actuel est un peu fatigué et fatigant, bloqué entre l'overdose de super-héros et le syndrome du « ouais, c'était bien, mais c'était juste ça, c'était bien ». En gros, on va voir un film et au générique de fin, on se retourne sur sa petite amie inexistante et on soupire « ok, c'est cool ». En bref, on prend moins de risques et on commence à perdre la magie. Et même un film perfectible comme Pacific Rim aurait été salvateur dans cette situation actuelle dans laquelle se trouve le cinéma populaire. Tout cela est un peu inquiétant, mais bon, il ne faut pas non plus se morfondre intégralement sur cette année. Comme à chaque année, on a eu des bons films, des films moyens, des films médiocres, des putains de bouses, mais aussi des putains de chefs-d'œuvre. Et ça, on va le voir tout de suite. Alors, juste avant de commencer, il y a plein de films que j'ai ratés aussi. Celui qui me dégoûte le plus étant quand même Sicario. Parce que je suis absolument sûr qu'il se serait retrouvé dans mon top 3 facile. Parce que oui, je ne suis absolument pas biaisé, tu fermes ta gueule au fond. Ah oui, aussi j'ai raté Love de Gaspard Noé. Le nouveau Macbeth avec Michael Fassbender et l'énorme pénis de Michael Fassbender. Et aussi j'ai raté des trucs comme Jupiter Ascending, Ant-Man, les 4 fantastiques. Pas de grosses pertes, on va dire. Et aussi, à part ça, un top de l'année, c'est quand même super dur à construire, hein, parce qu'à chaque fois, il y a les mêmes questions qui se posent. Est-ce que je dois inclure les directs DVD dedans? Est-ce que je dois inclure le porno colombien que j'ai vu cette année et qui était quand même super bien produit et qui durait 2h45? Est-ce que je peux inclure aussi la version longue du Hobbit 3 comme un film de 2015? Parce que l'apport qualité qu'elle ajoute au film est indispensable et rend la version cinéma complètement obsolète, vu que Peter Jackson a coupé les meilleures scènes d'action et que la version longue redonne toute sa cohérence à la bataille et la rend compréhensible et ultra épique. Ça fait que le film est, à défaut d'atteindre les enjeux des batailles du Seigneur des Anneaux, le film le plus fun de la saga. C'est ultra fun, quoi. Ah oui, il y a aussi la version longue de Nymphomaniac qui est sortie en Blu-ray en tout début d'année, et j'ai très sérieusement envisagé de l'inclure dans le top, parce que c'est un putain de film qui dure putain de 5h30 et que c'est putain de génial, et que c'est encore mieux quand on le regarde avec une dizaine de personnes. Tu veux mon avis sur Nymphomaniac? Viens voir. Ceci est mon avis. Voilà. D'accord. Enfin bon, bref, le top que j'ai construit je trouve plutôt bien, donc il n'a pas besoin de plus d'introduction. C'est éclectique, il y a du cinéma italien, français, chinois, coréen, espagnol, hongrois, bref, on y va, c'est parti. À la 33e place, les nouvelles aventures d'Aladin. Je l'avais annoncé dans ma critique vidéo du film, j'avais même quelque peu douté son rang dans le classement, mais non, les nouvelles aventures d'Aladin n'ont pas changé de place dans mon cœur. C'est resté une boule de pu qui m'obstrue l'artère coronaire. Bon, sans plus de vociférations offensantes, la vidéo que j'ai faite sur le film a été l'objet de quelques controverses ici et là. Aussi, il y a eu une certaine confusion sur mes intentions avec cette vidéo. Je voulais pas chercher une critique facile, juste faire un témoignage en quelque sorte. Comme ce qu'on ferait pour la Shoah en fait. Il y a trop de gens qui jugent avant de voir et ça peut expliquer une certaine polémique avec une certaine manipulation des notes employées sur un certain site avec ce fantastique long métrage. Mais évidemment tout cela est faux, il ne s'est rien passé, il n'y a pas de polémique. Et donc j'ai vu le film et ce que je lui reproche c'est pas d'être un film avec Kev Adams, non, c'est que c'est paresseux, que l'humour n'a aucun guide, ce qui en fait une comédie chiante et pas drôle, et donc un film de merde. Parce que là aussi, il y a eu confusion. Objectivement, j'ai rien contre Kev Adams, il a à peu près réussi sa vie, hein. Plus que vous en tout cas. Les héros de cinéma lui font faire des rencontres enrichissantes et il a aussi l'air de percer dans le monde de la musique. Ah oui, aussi, j'ai vu le vlog de Durandal sur le film, et en fait, il a utilisé quelques-uns de mes arguments contre le film pour dire que c'était bien. Le sketch est principalement basé sur des anachronismes, et le fait de mettre des choses qui soient modernes du coup dans un contexte qui n'est pas du tout le sien, qui sont vachement intelligentes. Parce qu'il faut dire que l'humour de ce film manque terriblement d'inventivité, noyé dans une avalanche de blagues basées sur tout le temps
tout le temps des putains d'anachronismes, ce qui, à force, devient quand même vachement lourd. On va dire que tout cela est subjectif. Enfin bon, j'en ai marre de parler de ce film, j'ai plus envie d'en parler. J'ai vraiment plus envie, j'ai l'impression de me perdre dans un vortex de Kev Adams à l'infini. Donc on va passer au suivant. Punez-moi. Au top 32, on retrouve Chappie. Alors là, je pense que mon appréciation de ce film et de Elysium commence à dénoter chez moi le fait que j'apprécie pas vraiment le style de Neil Blomkamp. C'est vraiment un film fait de façon beaucoup trop grossière, quoi. La dynamique de l'intrigue et du personnage de Chappie est traitée de façon très superficielle. La fin ouvre un concept de Deus Ex Machina instantané complètement surréaliste. Le groupe de rap rave sud-africain qui s'est immiscé dans le casting du film ne constitue pas des acteurs assez talentueux pour s'accorder une place aussi importante. Et au final, l'aspect le plus mémorable de Chappie, c'est un Hugh Jackman complètement ridicule en antagoniste qu'absolument personne ne veut respecter. Ça en devient presque hilarant et il est tellement pathétique qu'au final c'est vraiment lui que je voulais voir gagner. Mais bon, j'imagine qu'on n'est pas dans un film assez subversif pour voir ça. N'est-ce pas, Neil Blomkamp, réalisateur subversif, c'est ça, connard. Numéro 31, Unfriended. Là, c'est vraiment le cas d'un film qui est bloqué dans son concept de film en faux plan séquence, s'attachant seulement sur l'écran d'ordinateur d'une ado lambda. Et quand je dis bloqué dans son concept, c'est que Unfriended est bridé comme un putain de chinois. Il est coincé sur son écran d'ordinateur et en l'état, je vois pas comment il aurait pu être beaucoup mieux que ça. Ou alors il y a grandement besoin d'une dynamique différente ou d'un réalisateur beaucoup plus expérimenté dans cet entre guillemets nouveau genre d'horreur. L'ensemble est d'une bonne tenue, mais il n'y a aucun effort esthétique et si les films ordinateurs se multiplient, ça va faire comme avec le fan footage. Et Unfriended va rapidement perdre sa virginité, alias son originalité, et se faire gangbang dans un coin jusqu'à ce que personne se souvienne de lui. Très violent comme métaphore, oui. Au final, dur de savoir si le rythme en retenue du film, qui peut parfois lui procurer un semblant d'atmosphère malsaine, est vraiment une intention de réalisation ou une conséquence de la méthode de production de Jason Blum, qui troque parfois à mauvais escient un budget étriqué contre une rentabilité assurée par un concept fort. À part ça, le film utilise trop la technique du jumpscare dans ses effets chocs et les personnages sont vraiment tous des pédales qui auraient pu s'en sortir plus facilement, mais bon, suivant. À la 30e place, Frank. Pour moi, c'est l'exemple parfait d'un film qui, malgré de bonnes intentions, a fini par devenir profondément antipathique. Non, vraiment là, on est dans le syndrome du regardez-moi, je suis différent et indépendant, je suis tellement bizarre, mes personnages font des trucs complètement atypiques. Et c'est vraiment douloureux de voir un film essayer à ce point. Il essaye, bon Dieu de merde, qu'est-ce qu'il essaye de pas jouer dans son propre pantalon, mais non, ça passe pas. En plus, le film se revendique plus comme un drame ou une comédie noire, mais les éléments dramatiques sont très forcés. Et pour pousser le message contre le consumérisme de l'industrie de la musique, le film dépeint le protagoniste comme un personnage particulièrement antipathique. Et je parle même pas de Frank, l'électron libre en dehors de toute convention qui se fait soudoyer en 2 secondes par l'appât du gain, plus communément appelé l'appât de la YouTube money, bitch. S'il y a bien une chose qui sauve le film au final, c'est quand même les 10 dernières minutes qui sont les seuls moments où le long métrage tire juste. J'ai même trouvé ça très touchant. Si tout le film pouvait être comme ça, il aurait peut-être grappillé des places quand même. C'est bien dommage tout ça. Donc au final, on peut dire que Frank, c'est un film qui prend la grosse tête. 29e position, The Voices. Bon, pas grand chose à dire sur celui-là. Marjane Satrapi est une réalisatrice remplie d'inventions et encore une fois toujours ses bonnes intentions, mais là on est face à un film où le mélange ne marche pas. The Voices c'est un slasher beaucoup trop plat et gentil pour vraiment être dérangeant et pris au sérieux, et un film beaucoup trop noir et torturé pour être une comédie horrifique. Il y a des façons de faire marcher cette mécanique, mais elle est très fragile et ça se voit avec ce film qui fait bâiller à force. En tout cas c'est plutôt dommage pour Marjane Satrapi, on verra ce qu'elle fera plus tard. Top 28, The Gift. Alors là c'est un de ces cas particuliers que j'avais évoqué en introduction, c'est-à-dire que The Gift c'est un film qui est sorti au cinéma aux États-Unis, que j'ai vu au cinéma aux États-Unis, mais qui est sorti sur Netflix en France. Pas génial, c'est un peu un film clodo avec une tête d'arabe, il se fait pas accepter dans une salle de cinéma en France en ce moment. Donc bon, j'ai décidé de le considérer comme une sortie de 2015 quand même, et c'est vraiment très moyen. The Gift se revendique comme un thriller psychologique à twist, et s'il parvient à intriguer le spectateur au départ, il finit par complètement se déconstruire en étant extrêmement mollasson, et même plutôt prévisible. Et c'est bien dommage parce que le film avait des velléités intéressantes, c'est-à-dire que pendant la plupart du long métrage, l'attention vient exclusivement de ce que le protagoniste féminin s'imagine. Mais bon, il y a des dialogues d'exposition partout, la morale du film est beaucoup trop forcée et gentillette, le twist final est plutôt sadique mais pas trop, et surtout il se croit un peu trop malin, et enfin je pense qu'il y a une bonne et mauvaise façon de gérer un rythme lent dans la retenue. Par exemple, putain, regardez Winter Sleep de Nuri Bilge Ceylan, la Palme d'Or de l'année dernière. C'est un film turc qui dure 3h30 et qui est porté exclusivement sur des dialogues, et pourtant c'est un long métrage absolument captivant, alors que là la proposition de The Gift c'est un thriller à tension, mais il n'arrive ni à être glauque ni à nous crisper sur nos fauteuils. Bref, on se fait un peu chier. 27e place, Knock Knock. Ok, là on commence enfin à sortir des films qui sont putain de chiants pour atterrir sur un territoire un peu plus spécial. En effet, on peut pas dire qu'on se fait chier devant Knock Knock, mais c'est une expérience tout autre. Durant la première partie du long métrage, on construit une tension sexuelle relativement bien gérée entre John Wick et les deux putes, et malgré une mise en scène de l'attraction-répulsion pas très subtile, le build-up est plutôt divertissant. Une tension sexuelle qui est bien évidemment stoppée quand il baise à 3. Ah putain, il baise bien là-haut. Le film s'enfonce à partir de là. En fait, je pense que le plus gros problème du long métrage, et c'est aussi un dilemme récurrent avec les films
film de Eli Roth, c'est le manque complet de moralité. Là on regarde un mec innocent qui s'est fait forcer à faire quelque chose pour lequel il va payer pendant une bonne heure de film par deux putes qui ont vraiment des motivations complètement connes et qui donc sont surtout des psychopathes en fait. Mais vraiment le meilleur de ce film c'est le plaisir nanardesque qui émane de la performance complètement hystérique de John Wick. Enfin Keanu Reeves, vous avez compris quoi. Alors Keanu Reeves au départ il est un peu embarrassant en tant que père parfait, mais au fur et à mesure que le film avance il devient juste plutôt marrant en fait. Là au moins c'est une performance quand même un peu plus second degré et pas comme cette putain de bouse de John Wick. Donc voilà, au final j'ai trouvé le film plutôt marrant, c'est une série B toute simple, en plus de ça l'assemblage de la musique, du manque de subtilité et de la direction d'acteur rend le tout assez awkward. Mais bon, il y a toujours des putains de moments d'acting de Keanu Reeves pour rattraper le fait que c'est un film assez mauvais en soi. Ce monologue par exemple est complètement légendaire. You suck my cock, you both fucking suck my cock! It was free pizza! And you just fucking fucked me? What? Now you're gonna kill me? Why? You should fuck me? What the fuck? Fuck, this is fucking insane! Voilà, je noterai ce film plutôt marrant sur 10. 26e place, Avengers Age of Ultron. Et le voilà, le seul film de super-héros que j'ai vu cette année. J'espère qu'il se sentira à l'aise dans les dernières places du classement, ce connard. Avengers Age of Ultron est un film beaucoup trop charcuté au montage et inconséquent pour qu'on ait quelque chose à foutre du projet Marvel à ce niveau. C'est du blockbuster bête et méchant sans aucune ampleur et même dans ses plus grands moments de pyrotechnie. Bref, c'est un parangon de cynisme hollywoodien comme on n'en fait plus. J'avais déjà évoqué son cas dans un Écrire un film, mais je pense que ce film est en quelque sorte un cavalier de l'apocalypse. Il n'est que le premier signe d'une implosion programmée de tout cet assortiment de merde dans lequel on est noyé jusqu'au cou. D'ailleurs, Batman vs Superman a l'air d'être un très bon candidat pour être un autre cavalier de l'apocalypse, mais wait and see. De même pour X-Men Apocalypse qui contient lui-même ses propres cavaliers de l'apocalypse dans le film, mais bon, on verra. En tout cas, Civil War, ça va être bien de la merde. 25e position, Yena. Alors là on change complètement de style parce qu'on part d'un blockbuster beaucoup trop chargé à un film indépendant qui quant à lui a peut-être pas assez de choses pour se suffire à lui-même. Le style du réalisateur est intéressant et cru, l'univers dépeint est glauque et visuellement léché, et en plus c'est un film qui s'intéresse plus à son personnage qu'à son intrigue, ce qui peut être une proposition somme toute fructueuse, mais non, j'arrive vraiment pas à me contenter du produit final. C'est un long-métrage peut-être pas assez intense avec une histoire un peu trop contenue, d'autant plus quand on voit la manière dont elle se finit qui ne m'a pas laissé sur ma faim comme beaucoup de gens, mais que j'aurais trouvé beaucoup plus puissante si tout ce qu'on avait vu avant pouvait justifier le fait de se quitter sur une telle note. Et ça, c'est un bémol. Numéro 24, Les Nouveaux Sauvages. Film à sketch espagnol se basant à part entière sur un humour jaune ou noir ou n'importe quelle minorité que vous pourrez trouver pour le qualifier. Les Nouveaux Sauvages peinent à décoller après quelques sketchs, la faute à un certain manque de timing comique, un concept de pétage de plomb qui n'est pas vraiment respecté par le certain manque de cojones des scénarios proposés, et surtout à cause d'un problème de dosage en fait. Le film est en effet beaucoup trop pesant pour être vraiment drôle et ne contient souvent pas assez de gags pour faire pencher la balance. Bref, dur pour Les Nouveaux Sauvages de trouver le juste milieu, mais comme ça c'est plus facile pour moi de trouver sa place dans le classement. Ah oui. Top 23, Spectre. Alors c'est vraiment avec ce film qu'on peut apprendre l'importance de la symbiose entre le scénario et la réalisation. Parce que techniquement c'est peut-être le plus beau des James Bond, c'est superbement réalisé par Sam Mendes, c'est joli à regarder, il y a des beaux paysages, des belles voitures et tout ça, mais on s'en fout complètement du scénario, qui tente de trouver un sentiment de conclusion dans la quadrilogie Daniel Craig, mais déçoit avec un Christophe Waltz sous-utilisé, et une James Bond girl qui défait totalement ce que Casino Royale avait dit du personnage, et surtout on n'y croit pas à cette liaison, c'est tout. Bref, Spectre est un peu à l'image de son thème chanté par Sam Smith, c'est joli mais un peu chiant quoi. Et là pour tout vous dire, mon texte initial évoquait l'envie que j'éprouvais d'entendre un thème de James Bond composé par Muse ou Radiohead. Les putains de merde, Radiohead en avait fait un de thème, il a été rejeté, alors que je le trouve musicalement bien plus complexe et intéressant que celui qui a été gardé. Donc voilà, je suis un peu dégoûté, en plus c'est peu probable qu'ils en fassent un autre, du coup je vais utiliser leur thème en bande son pour les prochains segments. Fuck the police. Numéro 22, Jurassic World. Alors Jurassic World, je m'attendais à une grosse bouse et au final c'est un roller coaster plutôt divertissant. C'est sans grand génie mais ça fait un plutôt bon boulot pour reproduire les sensations du Jurassic Park original, avec un certain déficit de magie, d'originalité et de scènes vraiment cultes. Mais c'est regardable, tout en étant complètement débile. Ok, c'est parti, place 21, Star Wars 7. Allez, on s'attaque au gros morceau là. Beaucoup de gens l'ont déjà dit, mais l'un des problèmes évidents de ce film, c'est une tendance beaucoup trop appuyée de Jar Jar Abrams à faire dans l'hommage et la citation pure et simple de l'initiateur de la première trilogie. Bah oui, ça fait une éternité que j'ai pas vu Star Wars 4 et pourtant j'ai quand même reconnu dans ce film beaucoup des mêmes éléments et des mêmes structures scénaristiques. Sans compter en plus sur le fait que la structure de Star Wars 4, George Lucas est allé la chercher dans des westerns et des films japonais comme La Forteresse cachée de Akira Kurosawa. Donc oui, c'est l'innovation. Le sursaut de nouveauté que Abrams rajoute à un édifice qu'on connaît depuis bien longtemps tient donc dans l'introduction de nouveaux personnages principaux, dont je suis pas super fan non plus. La trajectoire dramatique de Finn, le Stormtrooper noir et empoté, est plutôt fine. À part le fait que c'est un Stormtrooper qui renonce aux ordres, il n'y a vraiment pas grand chose. En plus de décrédibiliser encore plus que ça les méchants, parce qu'apparemment le système d'endoctrinement des Troopers, ça a pas trop l'air de marcher. Hein. Ah oui, les méchants aussi. Le principal antagoniste veut être un Dark Vador bis, mais échoue en étant une petite pute. Même si au départ il a un plutôt bon design et une certaine présence. Avec son masque.
Même le design sonore de son sabre laser était sympa. Et merci, je sais que c'est une intention de livrer un méchant fragile et pathétique, un Jean Sarkozy en crise d'adolescence quoi. Mais j'ai envie de dire que Jar Jar Binks aussi, son personnage était intentionnel. À partir d'un moment, il faut faire un choix, il faut donner une ampleur aux choses. Tape l'entrecôte, je suis sûr que c'était une improvisation d'accord, du coup il s'est dit, ce serait super cool que je me tape l'entrecôte pendant un repas. Enfin, il faut dire qu'avec le rythme complètement hystérique du long métrage, ça devient très dur de vraiment installer quelque chose, comme une ambiance par exemple. Même si c'est sûr que c'est tout de suite plus facile d'installer rapidement cette ambiance quand on va dans des lieux qui rappellent autant de la première trilogie. Aussi, apparemment, c'est un peu compliqué d'installer un contexte au long métrage. Et par contexte, je veux bien parler d'un truc que le film nous fait comprendre, sans l'aide d'un livret qu'on achèterait à la Fnac. Le film s'ancre dans un univers où la force est devenue un mythe en seulement 30 ans. Et avec la résurgence de nouveaux méchants qui manquent très clairement de contextualisation. Parce qu'au final, ce qu'on retire de la saga Star Wars avec l'arrivée de ce film, c'est une impression que toute cette histoire est cyclique. La prélogie raconte la génération Anakin Skywalker dans un monde qui plonge dans le mal avec son protagoniste. La trilogie originale raconte la génération Luke et Leia Skywalker qui fait ressurgir le bien et se termine sur une victoire contre l'Empire. Et cette nouvelle trilogie, eh bien, ils remettent les compteurs à zéro puisque la génération après Han Solo et Leia replonge dans le mal. On trouve une nouvelle menace principale, un nouveau droïde mascotte et bref, on ne se réinvente pas. Je veux dire, avec son fonctionnement, on peut encore en faire 5 des trilogies après l'Empire et le Premier Ordre, deux entités qui fonctionnent exactement de la même façon et contrôlées par un truc moche avec un gros hologramme. Moi je commence déjà à imaginer l'arrivée du syndicat du fils anal dans Star Wars 17. Et puis là limite on a besoin d'une nouvelle prélogie pour comprendre comment le Premier Ordre a été mis en place, mais ah oui, il n'y a plus de place. Donc voilà, comme si souvent on se retrouve avec un initiateur de trilogie qui n'arrive pas à se suffire à lui-même avec beaucoup trop de questions sans réponse. Et il ne faut pas oublier que c'est un film tellement hypé, produit dans le puits et promu dans le cul que le résultat final ne pouvait être autrement que plutôt impersonnel. Le blockbuster type avec un humour envahissant qui désamorce beaucoup trop de situations. Sauf que là c'est un space opéra, donc forcément il y a un univers plus riche que la plupart des gros films de cette année. Parce que en soi Star Wars 7 ça reste un plutôt bon film, hein. C'est ultra joli à voir, l'action est nerveuse et on se fait jamais chier. Mais difficile de s'intéresser à l'histoire, aux nouveaux personnages ou à cette nouvelle trilogie. Et cela même si Star Wars 8 a de l'espoir à revendre avec un cahier des charges moins massif, et surtout Rian Johnson à la réalisation putain. Donc pour conclure, on évite certaines erreurs de la prélogie mais on tombe dans un divertissement bien fagoté mais plutôt impersonnel. On attend que quelque chose d'ampleur s'accomplisse, mais même dans ces moments les plus importants ou graves, on se distancie peu à peu de ce qu'il se passe, la faute à un méchant gâché, à des personnages peu développés. Donc voilà, je sais pas si l'accueil général est aussi mitigé que mon avis sur le film le plus hypé de la décennie, mais si vous l'avez pas vu, je vous conseille de le voir quand même, hein. C'est pas comme si on pouvait réellement boycotter le film à ce niveau. Espérons juste qu'il y ait beaucoup moins de tarés à se ruer comme des bêtes à la sortie du 8e opus. Oui voilà, un peu comme ça. Top 20 salopes. En 20ème position, Kingsman. Ah bah voilà, là vous vous dites qu'après une dizaine de films nuls ou médiocres et arrivé au top 20, on commence vraiment à rentrer dans les bonnes pioches. Mais non, petite pute, tu te rassois. Kingsman est un film beaucoup trop inconséquent, même si cela ne l'empêche pas d'être un divertissement très raisonnable. Le problème c'est que Matthew Vaughn a toujours cette envie irascible d'avoir une scène cool, des personnages cool, tout ça sans que ça n'ait vraiment de sens. Et en tout cas sans que ça m'ait détourné d'une esthétique tout de même assez moche et surtout d'un manque complet de second degré. C'est quand même censé être une comédie d'action, non? Alors la scène de l'église par exemple, c'est cool oui, mais c'est complètement gratuit. Et j'aime pas quand une scène d'action a autant de valeur si on la regarde séparée sur une vidéo YouTube comparée à quand elle est intégrée dans l'intrigue du film. Alors on évite quand même le drame avec ce film, ça reste un bon divertissement, mais je commence à voir un thème récurrent de cette année, à voir des divertissements passables érigés en tant que phénomène subversif.